on est déjà en état de guerre. La défense, c'est un des secteurs dans lesquels il faut investir. Est-ce que tu as des nouvelles de François Bayrou? T'as pas le droit de parler plus que moi. Petit problème d'ego là. Voilà. J'ai vécu mes premières expériences de racisme. Il y a même le maire de Montpellier la semaine dernière qui a dit qu'il fallait investir massivement au Maroc. Des croix gammées. Dans certains pays, ils sont revenus, il m'a dit c'est pas possible. Ouais. Il y a les 2 tiers qui partent, il y a un tiers qui part en corruption, il y a un tiers qui... tu peux pas faire du business. Le conflit israélo-palestinien. Mais bon, alors la crypto résout ce problème. Toutes ces vagues migratoires qui sont dues au climat, qui sont dues aux guerres, comment l'Europe s'organise pour gérer ça? Politique nationale, géopolitique, notre avis sur de nombreux sujets d'actualité et surtout les différentes opportunités à saisir sur plein de sujets. Défense, sécurité, tech, j'en passe et des meilleurs, je garde le meilleur pour la suite. Je suis François Denis, le cheval de Troie de la finance, ingénieur de formation devenu conseiller en investissement par vocation, investisseur depuis 2009. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Ici, on explore des idées audacieuses et des investissements alternatifs pour les esprits libres et les citoyens non conformistes. Et n'oubliez pas, investir, c'est voter avec son argent. C'est un réel combat politique qui se gagne par l'argent, le nerf de la guerre. Et je suis avec Fadila. Fadila, le Turc, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes pour ceux qui n'auraient pas vu la première émission? Salut François, donc moi je m'occupe du campus du numérique public. Je dirige ce campus qui est l'école interne à l'État dédiée aux compétences numériques et j'ai des engagements dans la défense, la sécurité. Je suis réserviste dans la Marine nationale. Ok, très bien. Alors pour rester un peu sur ton parcours, je me suis gardé les quelques questions personnelles pour cette émission. Est-ce que tu pourrais nous partager une ou plusieurs anecdotes de ton parcours, que ça soit vraiment au sein du gouvernement, une situation particulière? Je crois que tu as assisté à un séminaire avec Christine Lagarde, que tu as fait une conférence avec Cédric Villani aussi. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager? On va commencer par ça, un petit peu de storytelling pour commencer l'émission. Un peu de storytelling. Moi, peut-être replacer le contexte, je pense que c'est important. Je suis comme tu disais tout à l'heure, comme on en discutait tout à l'heure, je suis un profil un peu hybride. Oui. Je ne suis pas du sérail. Je travaille aujourd'hui dans la fonction publique, mais je ne suis pas du tout du sérail. J'ai fait 7 ans dans le privé avant d'arriver dans le public. Très bien. Et j'ai quitté un CDI dans un gros cabinet de conseil pour aller prendre un CDD de 3 ans dans l'État. Donc, pour te dire à quel point je tiens à m'engager pour l'intérêt général. Okay. Et comment je conçois aujourd'hui, moi, mon engagement dans l'État, je le conçois un peu comme une posture de corsaire, pas de pirate, mais de corsaire. Parce que je pense qu'il faut venir bousculer le service public avec des méthodes qui viennent du secteur privé. Et je pense que c'est très bénéfique, l'interpénétration entre ces deux mondes, que des gens du privé viennent dans le public et que des gens du public aillent dans le privé, même si ce mouvement-là n'est pas encore, on va dire, massif. Mais à mon sens, c'est hyper important. Et donc, moi, vraiment, je suis arrivée dans l'État pour me dire, j'ai un job, c'est faire évoluer à mon échelle, sur un segment, l'État dans ses méthodes, dans sa façon de pratiquer, de mener la transformation numérique. Et c'est assez intéressant. Tout à l'heure, tu évoquais du coup ce que j'ai fait comme conférence, formation, etc. J'ai eu plusieurs occupations dans l'État, mais en arrivant dans l'État, quand bien même il y a un devoir de réserve, il y a pas mal de choses, je ne me suis pas empêchée de continuer des activités à côté. Donc, j'ai été hyper engagée dans l'associatif. J'ai continué à me former. Je fais, je pense, une formation longue ou de haut niveau tous les ans et demi. Que ce soit ce que tu évoques, qui m'a permis de rencontrer Christine Lagarde, donc le CHED. En gros, j'ai fait une formation cette année qui s'appelle le cycle des hautes études économiques, qui est proposé par le ministère de l'économie et des finances pour des hauts fonctionnaires et pour des dirigeants du privé. On est 60 par promo et pendant un an, voilà. D'ailleurs, franchement, ce serait intéressant que tu la fasses parce que en un an, on découvre l'économie sous toutes ses facettes. Et donc, à cette occasion, on a été à la Banque Centrale Européenne. Il y a 2 ans, j'ai fait l'école de guerre, terre en tant qu'auditrice civile. Donc, moi, vraiment, je trouve que la formation, c'est hyper important. Et ce dont je me suis rendu compte dans le public, c'est qu'on ne pousse pas vraiment les agents publics à aller se former.
soit parce qu'on craint qu'ils aient envie d'autre chose, soit parce que c'est pas dans la culture d'aller apprendre. Donc cette posture de corsaire, moi, je la garde dans la façon dont je gère ma carrière. Je vais pas Ok. attendre qu'un service RH va me dire où aller me former, je vais me former moi-même. J'aime bien l'idée. C'est aussi la souveraineté individuelle, là, pour le coup. Exactement. Ouais, Pour moi, souveraineté collective, ouais, c'est la souveraineté individuelle d'abord. ouais. Comme je te disais, la capacité à faire des choix et donc à comprendre ses choix et donc à avoir une compétence pour comprendre ses choix. Ok. Est-ce que Christine t'a parlé des cryptos ou pas? Elle nous a parlé de l'euro numérique, Ok. mais comme c'était... J'essaye de gratter, Ouais, toi. J'essaye de. elle nous a parlé de l'euro numérique, mais comme Mhm. c'était en discussion, voilà, on n'a T'as pas... pas. Voilà, c'était Ok. en pleine période d'annonce, donc on n'a pas creusé le sujet. Ok. Tu pourras lui redire de revoir sa copie, peut-être, sur. Je suis pas assez aguerrie pour pouvoir me positionner Ok. sur ce sujet. Ok, je vois. Ouais. Est-ce que tu as des nouvelles de François Bayrou? Alors non, non, On en non. discutait juste avant de lancer la caméra. On Mais... en discutait jusqu'avant, non. Son passage de quelques mois nous a permis ou pas, mais de continuer nos activités. Donc non, j'ai pas de nouvelles de François Bayrou. Je vois Ok. qu'un nouveau PM, un nouveau Premier ministre Ah, c'est s'installe. ultra récent, là, pour le coup. Et Ouais. j'ai hâte de savoir comment le gouvernement sera composé. Ok. Bon, après un peu de name dropping, on va passer aux questions sérieuses. En tant que femme, voilà, question Oui. sérieuse. Au sein du gouvernement, dans cette institution magnifique, est-ce que tu as eu des obstacles, enfin en tout cas que tu définirais des obstacles vraiment par ta position de femme au sein voilà, dans la décision, dans les choix, dans la proposition, la force de frappe que tu pouvais avoir? Est-ce que tu peux nous dire, sans rien nous cacher, s'il te plaît? Alors, je cache rien du tout. J'ai eu des obstacles tout au long de ma vie Ok, en tant que femme, ok. pas que au sein du gouvernement, dans le privé comme dans le public. Bon, bah, vas-y, dis-nous tout. Voilà, dans le privé comme dans le public. Et des obstacles, bon, évidemment, naturellement, on est dans une société où le patriarcat fait que dans l'esprit de certains hommes, les femmes doivent rester à leur place. Et à plein de moments, on me l'a fait remarquer. Donc, de mon année zéro, de ma première Ah ouais. expérience professionnelle à aujourd'hui encore. Mais ce qui est bien, c'est que je gagne en assertivité et que je me laisse plus Oui, j'allais faire. dire, autant au début, bon, tu peux Au début, on toujours. est un peu vulnérable, Oui, oui, oui. mais maintenant, je suis suffisamment mature pour pouvoir gérer ça. Donc, oui, j'en ai eu tout au long de ma vie. Ça peut être, Ouais, si tu as des exemples. bah, si j'ai des exemples, ça peut être, on fait une réunion avec un client, quand je suis dans le privé et ça se passe très bien avec le client et je prends tout l'espace parce que je maîtrise mon sujet. Et à la fin de Ouais. la réunion, mon manager me fait rentrer avec lui au bureau et me cornerise dans un bureau et me dit, en fait, en réunion, tu parles pas plus que moi. Ah, c'était too much. Voilà. T'as pas le droit de parler plus que moi. Petit problème d'ego, là. Voilà. Mais bon, ça arrive. Et en fait, quand tu prends du recul, tu te dis pas c'est parce que je suis une femme, tu te dis c'est parce qu'il a un problème d'ego. Donc, Ouais. tu vois, tu te dis ce n'est pas moi le problème. Et donc ça te permet aussi d'avancer et de naviguer malgré ces obstacles. Moi, je pense qu'on est dans des sociétés où les obstacles sont incontournables. Après, en France, on a quand même de la chance. On n'est pas Oui. non plus dans des pays, on n'est pas en Afghanistan, Hmm. où les femmes, elles n'ont même pas le droit de rire ou de parler ou d'apprendre ou quoi que ce soit. Donc, on a quand même de la chance. Mais bon, oui, en tant que femme, on a des obstacles et des obstacles aussi qui peuvent venir d'autres femmes. D'accord. Donc, qui, elles aussi, ont intégré le fait qu'il fallait rester à sa place. Donc oui, on a des obstacles, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Et je dis ça maintenant, mais j'aurais bien voulu être formée et être avisée, prévenue, avant d'entrer dans le monde professionnel que j'allais Oui, en oui. avoir. Bah, c'est intéressant que tu le partages aussi. Après, on a beaucoup de jeunes qui regardent, moi, même si c'est une majorité d'hommes, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, sur la chaîne, statistiquement, vu les sujets abordés. Mais ouais, il suffit d'une personne, si jamais, ou même si vous avez des questions pour Fadila derrière, si tu peux mentorer une jeune femme. Ouais. Et ma question suivante, de plus manière macro, c'est pour toi la définition du féminisme en 2025. Parce que ça bouge beaucoup, c'est un sujet qui est quand même très Ouais, touchy parce que utilisé dans tous les sens, ouais. par tous les bords politiques, et avec une définition totalement différente d'un pays, d'une culture, d'une religion, de l'un à l'autre. La définition du féminisme, définition au sens littéral,
Académique, je pourrais pas t'en donner une, mais pour moi, le féminisme, c'est permettre aux femmes de prendre leur place. Ouais. Donc ça, si je le cantonne aux organisations, pour moi, c'est ça. Si je le cantonne à la société, c'est créer les conditions pour sortir de l'asservissement pour sortir de la logique d'asservissement des femmes sous toutes ses composantes. Tu vois, là, j'entends par ça les violences que des femmes peuvent subir, que ce Ouais. soit des violences Donc ça, c'est évident. Ouais. voilà, verbales, psychologiques, physiques. On se rend compte qu'il y a encore plein de femmes qui meurent tous les jours. Qui meurent assassinées par leurs conjoints, des violences intrafamiliales qui ont explosé pendant le Covid. Voilà, pour moi, on est une société qui se dit civilisée. Et ben, il faut qu'on soit à la hauteur de ça. Voilà. Et c'est aussi protéger les femmes. Ok. Sinon, on ne peut pas aller donner des leçons aux pays du Moyen-Orient qui ne respectent pas les femmes. Ça, c'est vrai. Voilà. Ok, merci pour cette franchise. Est-ce que tu penses toujours, pour rester sur ton expérience personnelle vraiment, voire intime, Ouais. est-ce que tes origines ont joué un rôle dans ta vision de la politique? Intéressant. Dans ma vision de la politique, alors peut-être te dire un petit peu comment on m'a transmis mes origines aussi. Oui, bien sûr. Moi, mes deux parents sont marocains. Ouais. Il me semble qu'on en a parlé tout à l'heure. Moi, je suis arrivée en France, enfin, je suis née en France avec des parents qui m'ont dit l'école et l'intégration, c'est hyper important. Donc, ça s'incarne par quoi? Ça s'incarne par mon père qui nous parlait français. Qui ne nous a pas forcément bien transmis la langue arabe, par volonté d'intégration, par volonté de s'intégrer, etc. Donc moi, j'ai très vite compris, jeune enfant, que mes origines, c'est pas que je devais les masquer, mais que j'allais devoir épouser la culture française, sachant que mes parents en avaient une autre. Mais mes parents ont créé les conditions pour que je l'épouse assez facilement. Donc ça, oui. Je pense que mes origines, je les ai toujours eues en moi, mais j'ai travaillé sur un effort de compréhension de la culture française, qui n'est pas ma culture d'origine initiale. Et oui, donc pour répondre à ta question, je pense que ça a eu une influence. Et je l'ai aussi très vite compris, parce que quand j'étais plus jeune, j'ai sauté 2 classes. Ok. Et j'ai vécu mes premières expériences de racisme. Ouais. Déjà sauter des classes, c'est pas facile. Ouais. Donc j'ai sauté 2 classes. Lesquelles, du coup, au collège? CP et CE1. En gros, je suis arrivée quand j'étais très petite en maternelle. Tu savais déjà lire? Je suis la dernière de 4 filles et j'ai demandé à mes sœurs de m'apprendre à lire. Oui, tu m'étonnes. Voilà, et à ma mère de m'apprendre à faire des multiplications. Donc je suis arrivée en CP. Ouais, c'est pareil pour les miens déjà. Enfin, la grande, elle apprend au petit et c'est déjà lire presque. Voilà, donc en fait, tu vois, c'est comme ça. C'est grâce aux grands au plus grand que tu accumules un peu de l'avance. Et donc, c'est vrai que en arrivant, en étant la plus petite dans des classes et en étant la plus colorée, etc., j'ai eu des premières expériences de racisme de la part d'autres enfants. Donc, moi, ça m'a donné encore plus l'envie de leur prouver qu'ils avaient tort et de ne pas me cantonner à cette question de l'origine. Donc, en fait, mes origines ont eu une influence sur mon engagement et sur l'envie de réussir. Sur la politique aujourd'hui, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a donné envie, arrivé à la fin de mes études secondaires au lycée, d'aller en apprendre plus. C'est pour ça que j'ai fait une licence d'arabe littéraire. C'est pour ça que j'ai été vivre dans des pays du Levant. C'est pour ça que j'ai voulu comprendre un peu mieux la zone. Parce que je trouve que c'est une zone un peu méconnue. C'est une zone qui est sujette à plein de, on va dire, fragilités, à plein d'enjeux sécuritaires. Et je pense qu'il y a eu un moment un peu marquant qui a été 2001, 2001, puis l'invasion en Irak, etc., qui m'ont fait me dire, il faut que je m'intéresse à cette zone, parce que c'est mes racines, je les connais trop peu, par cette logique d'intégration et de volonté de prendre ma place aussi dans la société française. Et donc j'ai voulu nourrir un projet de devenir diplomate sur cette zone, finalement, qui ne s'est pas concrétisé. Mais c'est pour ça que je pense que mes études, je les ai centrées sur cette zone géographique. Ouais, ok. Non, c'est super intéressant. Tu vois à la fois le lien entre l'expérience, même très jeune, que tu as, le choix
je sais pas à quel âge tu as voulu faire ça finalement, mais quand même relativement jeune, de t'engager et ou de faire ce que tu voulais faire à l'époque, Ouais, par rapport à ce que tu proposes et l'engagement que tu as aujourd'hui. ouais, Ouais, voilà. ok. Question suivante par rapport au Maroc. Ouais, Alors nous, on investit massivement au Maroc, sur infrastructure, immobilier, ressources naturelles. Il y a un début de hype au Maroc actuellement sur le potentiel. Comment tu le vois? Je ne sais pas si c'est une question que tu as vraiment creusée. Je sais que tu étais encore il n'y a pas longtemps. Tu as été au GITEX aussi, ouais, à Marrakech. Euh, Business, investissement, même numérique, tiens. ouais. Comment tu vois le potentiel du pays? Il y a une vraie connexion en plus qui s'est affirmée dernièrement entre le Maroc et la France. Il y a même le maire de Montpellier la semaine dernière qui a dit qu'il fallait investir massivement au Maroc. J'ai sorti un article sorti de nulle part. Je fais OK. Je te laisse la parole. Elle est hyper intéressante ta question. Oui, j'ai creusé le sujet Ouais, depuis OK. 2 3 ans en fait. J'ai été invitée au JITEX à Marrakech Ouais. pour la première édition. C'était bien. C'était génial. OK. Et en fait, ça a été un peu un électrochoc parce que je me suis rendu compte que le Maroc se positionnait un peu comme leader des sujets numériques en Afrique. Ouais. Ne serait-ce que le fait d'héberger le JITEX à Marrakech. Et j'ai, au travers du JITEX, pu rencontrer vraiment un écosystème d'entrepreneurs marocains très, très investis sur ces OK. sujets. Moi, juste avant le JITEX, j'avais été très, très impressionnée du niveau des Marocains dans les filières d'ingénierie. Ah oui. Je pense que tu as dû voir comme moi les articles de tous les Marocains qui réussissent les Oui, concours bah d'entrée à après moi, en plus j'ai Polytechnique. fait maths sup, maths spé, je te dis, il y avait une Marocaine qui était venue juste pour les études, c'était dans les meilleurs de la classe, hein. Ouais. Et en fait, j'avais été déjà impressionnée par ça. Et en voyageant au Maroc de temps en temps, je me souviens, je m'étonnais quand je prenais des taxis d'une ville à l'autre de voir au bord de la route des écoles. Il y avait des grands bâtiments avec des écriteaux école de calcul mental. En fait, on a dans tout le pays. Ah ouais? Ouais, dans Pas tout le mal pays, tu celle-là. as des OK. écoles de calcul mental. Et en fait, le mercredi après-midi ou le soir, les parents envoient leur enfant là-bas. Ah oui, c'est l'activité du C'est soir. genre nos centres de loisirs à nous, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est la Donc garderie. c'est la Tu vas garderie, faire des calculs c'est mentaux, la mon garderie. garçon. Mais donc tu vois, il y a un niveau, OK. il y a un niveau de compréhension, un niveau en termes de mathématiques, de sciences, qui fait que le Maroc a créé les conditions aujourd'hui pour avoir les talents. Oui, 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 oui. Les talents. Et donc, moi, je trouve que ne serait-ce que le fait d'accueillir des événements, d'avoir tous ces talents qui sont formés, d'avoir créé l'université polytechnique Mohamed Oui, VI, le plateau de Ben Grir, où il y a plein d'écoles de cyber, etc. Il y a un gros investissement du Maroc là-dedans. Il y a aussi une énorme diaspora marocaine, ouais, très insérée dans la tech, que le oui. Maroc continue à suivre, etc. etc. Et il ne faut pas oublier que la ministre du numérique marocaine, Tu la connais? ouais, en fait, Ouais, je l'ai déjà croisée à plusieurs reprises. Donc, elle a créé la chaire IA à l'UNESCO. ouais. Donc, c'est une chercheuse très, très connue sur les sujets d'intelligence artificielle, très en pointe. Moi, 2 3 ans avant qu'elle soit nommée ministre, je me souviens, je la voyais très souvent à des conférences. On s'était croisés sur une conférence sur l'éthique de Ouais, elle est l'IA. bien, hein. Elle est vraiment top. Donc, ils arrivent aussi même à aller capter des talents qui sont dans la diaspora, parce Ouais, qu'initialement, elle habitait à Paris. ouais, c'est ça. Ils arrivent à aller capter ce type de talent et à les mettre à des postes de décision pour pouvoir justement mener la marche de transformation du pays. Donc moi, je trouve que c'est plutôt positif. Et même à Paris, je vois l'écosystème d'entrepreneurs marocains, de Ouais, la diaspora marocaine s'organiser dans des clubs deals, etc. Donc il y a pas mal de choses qui se ouais, font. Et oui, c'est un pays assez dynamique, ouais, en la ouais. matière. Ouais, même pour tout te dire, 2 anecdotes très récentes. Première, c'est avec un camarade de promo en école d'ingé, parce que de formation, je suis ingénieur, Ouais, et qui est d'origine marocaine et qui a créé une association là, qui a été en plus annoncée au mois de septembre. C'est Moroccan Pulse, voilà, c'est ça. American Pulse, ok. Et qui effectivement a cette vision d'avoir des entrepreneurs, des investisseurs et de se positionner massivement sur les infrastructures. Donc c'est tout récent. Il m'a demandé de l'aide là, par rapport à ça. Excellent. Et deuxième point aussi intéressant, c'est pareil, j'en ai jamais parlé encore parce que ça se trouve, ça se fera même pas. Mais la ministre, du coup, a missionné indirectement, c'était pas moi en direct, mais un entrepreneur de la région de Montpellier qui m'a mis dans la boucle pour le faire,
m'a du coup indirectement missionné pour aborder le sujet de la tokenisation au Maroc. Excellent. Ouais. Donc peut-être que j'irai en fin d'année ou en début 2026 pour là-bas, directement au ministère, mais dans cette idée, alors, il y a le e-dirham qui a été abordé, Ouais. mais là c'est plus sur le sujet de la tokenisation, les actifs en plus de la finance islamique et pour vraiment respecter tout ce qui est Sharia compliance et ainsi de suite. Donc ouais, on sait que ça peut pousser le sujet à des niveaux Ouais. plus. Ouais, plus. Et il y a un vrai engagement du politique là-dessus. Ouais. Donc moi, je le vois plutôt d'un œil positif. Je trouve que le Maroc est très moteur. Ouais. Et le gros avantage par rapport à la France, c'est que ça va beaucoup plus vite. Ouais. Même les projets d'infrastructure, là où ça va clairement. mettre 5 ans pour avoir une décision politique, de valider le C'est terrain, ça. machin, ça met 6 mois là-bas, quoi. Tu sais, quand tu pars de pas grand-chose, t'es beaucoup plus Oui, agile. Après, voilà, c'est Ouais. pas non plus péjoratif. C'est-à-dire que quand déjà tu es une grosse machine, tu vas Ouais. beaucoup plus lentement que un petit pays. Ça peut un petit pays, le Maroc. Mais effectivement, comme tu le dis, où tu es sur une dynamique qui est totalement autre, tu n'as pas encore tout qui est en place, quoi. Ouais, exactement. Ok. Bon, merci pour ce retour sur le Maroc. Est-ce que tu penses que les événements type JITEX, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres auxquels tu as participé au Maroc ou autre, peut apporter une vraie dynamique comme celle qu'on vient de mentionner, de manière générale en Afrique, au Moyen-Orient, ça peut être aussi au Maghreb, pour pouvoir avoir des zones comme celle-ci qui soient beaucoup plus dynamiques qu'avant. Il y a le Maroc, après il y a des zones qu'on a définies aussi sur lesquelles plutôt se positionner. Il y avait Dubaï qui était à la mode à un moment donné, qui Ouais. l'est beaucoup moins. Même les gens qui étaient à Dubaï vont maintenant à Marrakech. C'est vrai. Comment tu vois les changements de zone économique par rapport à Bah, tout ça? c'est assez intéressant. J'en parlais avec une amie récemment. Avant le point c'est d'ailleurs là où on s'est rencontrés, le point de convergence de Ouais, tout l'écosystème tech, c'était Las Vegas et le CES, le événement fameux CES de annuel. Las Vegas. Voilà, événement annuel en début d'année. C'était un peu de place to be, si tu voulais être à la page de toutes les tendances, de tout, etc. Ce qui est bien, je trouve que la diversité d'événements comme cela, notamment portés par la marque JITEX, là où tu vois bien que les Dubaïotes sont très stratèges en la matière. Je trouve ça bien que le volet tech ne soit pas que concentré sur évidemment que les pays qui sont bien développés, Oui. etc. Et qu'on aille chercher des nouveaux marchés, identifier des nouveaux marchés et identifier aussi les acteurs de ces nouveaux marchés. Premier JITEX que j'ai fait, c'était hyper intéressant. J'ai fait une table ronde avec un entrepreneur kényan, je crois, qui m'expliquait que... alors, c'était pas kényan, excuse-moi, j'ai oublié le pays. J'ai oublié le pays, mais en tout cas, c'était un pays d'Afrique subsaharienne. Et qui m'expliquait que Uber n'avait jamais pu pénétrer son marché. Parce que, en fait, les villes et les villes ne sont pas configurées comme en Europe ou en Occident. Oui, en c'est fait. sûr que si tu n'as pas le terrain, tu peux pas avoir la Voilà. carte. Et en fait, la façon de se déplacer, la façon de se mouvoir, la mobilité est pensée différemment dans ces pays. Donc, si demain on veut apposer une solution tech, il faut prendre en compte ces enjeux culturels. En fait, c'est pas nos gros GAFAM ou nos grosses boîtes qui vont pouvoir le faire. Donc, c'est hyper intéressant d'identifier ce type d'entrepreneurs qui ont à la fois l'ancrage culturel, qui connaissent bien les pratiques et qui savent se dire comment la tech peut permettre de faciliter la vie des gens dans ces pays-là. Donc, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que moi, pour la première fois, ça m'a ouvert une fenêtre, non pas sur la tech, mais sur la façon dont, en Afrique, dans le développement de l'Afrique, on pouvait déployer une vraie transformation numérique. Et donc, je trouve ça bénéfique, en fait, que tu aies des événements un peu partout dans le monde qui se créent et qu'on n'ait pas juste une place de la tech dans le monde qui attire tout le monde, qui aspire tout le monde. Ça, c'est sûr. Mais même en termes de moyens de paiement, il y a des milliards de personnes qui n'ont pas accès à moyens de paiement. Alors, la crypto résout ce problème. C'est juste un QR code et un téléphone, c'est bon. Exactement. Et c'est vrai que tu penses même pas à ça. C'est-à-dire que tu veux mettre un business model, mais en fait, tu peux pas, les gens, ils peuvent pas payer. Exactement. Donc, comment tu t'adaptes à ces économies aussi, etc. Tu vois, j'échangeais avec des entrepreneurs marocains, plutôt des Français qui sont installés au Maroc. Ils me disaient, monter une boîte au Maroc, c'est pas le plus simple parce que avoir un compte en banque, etc. Oui. Voilà, et encore, donc, ça reste quand même un des pays leaders d'Afrique. Exactement. Il y en a qui me disaient, des franco-français qui avaient réussi à faire du business, dans certains pays, sont revenus. Il m'a dit, c'est pas possible. Il y a les 2 tiers qui partent, il y a un tiers qui part en corruption, il y a un tiers qui... tu peux pas faire du business. Clairement. Ouais. Donc ouais, moi, je trouve que c'est vraiment bénéfique. Et les différents événements que j'ai pu faire, que ce soit JITEX à Dubaï, JITEX à Marrakech,
etc. Vraiment, moi, j'en suis ressortie. Là, je me suis dit, ah là, je vois qu'il y a du potentiel. Et franchement, j'ai envie de tourner le regard vers ces pays davantage, en tout cas ces zones géographiques davantage, parce que je trouve qu'il y a tout à faire en fait. Bah, d'où ma question, parce qu'effectivement, si ça me confirmait en tout cas nos stratégies d'investir là-bas. Bah, c'est très bien, tiens-moi au courant. Tout à Peut-être que fait. mes premiers investissements, je les ferai avec toi là-bas. Oui, ce serait cocasse, surtout Ouais. si derrière on rencontre la ministre pour le numérique, ce serait cocasse. Ok, on va rester au Moyen-Orient. Je voulais aborder la question du conflit israélo-palestinien. Ouais. Quels sont les enjeux pour toi à mentionner alors, pour aller plus loin, parce que j'ai réfléchi à avoir un angle d'attaque intéressant sur cette question, pas juste dire qu'est-ce que tu en penses, ça sert à rien. C'est aussi vis-à-vis du numérique Ouais. et la désinformation. Entre les réseaux qui sont vraiment, tu dis ce que tu veux, l'IA qui va se nourrir de la data. Voilà, c'est-à-dire qu'on est dans un monde aujourd'hui, même si c'était comparé il y a 1 an ou 2 ans, c'était même pas le même. Ouais. Le rachat de X, voilà. Ouais. Comment tu vois là, pour le coup, un conflit qui est surmédiatisé, à raison, hein, mais quelle est la chose que tu peux nous dire sur ce genre de thématique? Et c'est hyper intéressant ce sujet. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Ce que je peux te dire, en tout cas moi, mon analyse, c'est qu'en France, on a été mis à l'épreuve avant le conflit israélo-palestinien par ce qui s'est passé en Ukraine et en Russie. On Donc, entend moins parler, mais bon, alors que on- c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. On voyait déjà de la désinformation, des ingérences numériques étrangères se déployer en France et on était déjà un peu vulnérable sur ce sujet-là. Quand bien même, on n'était pas directement concerné. Mais en tout cas, on a déjà, je pense qu'en termes de désinformation, la perméabilité de la société française a déjà été mise à l'épreuve et testée. Elle l'était aussi Voire déjà même pendant le Covid. Covid. Pendant le Covid, Covid, ça a été le début de la fin. Ça a c'était été un accélérateur de ça a été l'histoire, un accélérateur. mais c'est que les réseaux, là, ça a commencé Exactement. au tout début, peut-être pas au mois de mars 2020, et après c'est parti. Et après, c'est parti en vrille, faut le dire. Ouais. Et en fait, là, le conflit israélo-palestinien, je pense que là, pour le coup, c'est un amplificateur des fractures qu'il y a déjà dans notre société. C'est un amplificateur du communautarisme et du fait que de plus en plus, les différentes communautés vont s'informer dans leur propre communauté, repoussent aussi les médias traditionnels et donc naturellement sont beaucoup plus sujets à la désinformation ou à des relais on va dire, d'approche propagandiste du conflit. Ce qui fait que ça accentue nos fractures. Et ça, on a énormément de puissances étrangères qui en profitent. Je pense que, je ne sais pas si tu te souviens de l'affaire des croix gammées. Des croix gammées sur les murs. C'était oui. Donc des croix gammées qui avaient été mises dans un certain quartier de Paris. Emballement médiatique, emballement politique, on parle de conflits entre communautés, etc. Finalement, on se rend compte que c'est 2 personnes des pays de l'Est qui avaient apposé ces croix gammées. Et donc là, c'était un révélateur en fait du fait que beaucoup de puissances étrangères se jouent des fractures qu'on a dans notre société. Une fake news, derrière, tu la rends virale et tu peux jouer dessus. Donc ça, vraiment, on est une société perméable. On est aussi une société perméable parce que je pense qu'on n'est pas forcément bien informé sur ces conflits, sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc, moi, du coup, je te parle d'une fenêtre, de la fenêtre d'une personne qui a beaucoup étudié la zone. Qui a beaucoup étudié, que ce soit son conflit ou d'autres. Et je me rends compte qu'on le lit en France qu'à travers le prisme communautaire. On ne le lit que très peu à travers l'histoire, à travers les postures et les positions qu'ont pris la France dans l'histoire sur ce conflit. Et c'est ce qui fait que le débat est enflammé aujourd'hui et en fait est complètement enflammé. Et après, il y a évidemment l'effet amplificateur des réseaux sociaux. Oui, ce qu'il n'y avait pas avant. C'est peut-être aussi dû à ça. Parce que les gens, s'ils zappent le passé et que tu rajoutes la couche réseaux sociaux... Et ça, c'est hyper dangereux. Donc, pour moi, vraiment, là, en fait, on pense qu'en France, on est prémunis de la guerre, mais pour moi, on est déjà en état de guerre. On est en état de guerre complètement hybride parce que nos cerveaux sont devenus des champs de bataille. Et la désinformation est un des instruments, parmi d'autres instruments.
Mais la désinformation en est un et ça peut avoir aussi des conséquences dans la vie réelle. Post 7 octobre, on a quand même une petite fille qui s'est fait violer. Oui, oui. On a eu des agressions de religieux musulmans. On a eu des agressions de personnes en kippa dans la rue. En fait, Ah oui, il y a une explosion des qu'est-ce qui, agressions, ouais. qu'est-ce qui façonne nos esprits aujourd'hui? C'est notre consommation de l'information. Ouais. Et comme on la consomme principalement sur ces réseaux-là et que ces réseaux-là, ils sont régulés, mais on peut tout y faire. On peut aussi contourner la régulation. On peut en faire usage pour amplifier la désinformation. En fait, on est ultra vulnérable. On est ultra Ah, vulnérable. c'est quoi la solution pour les réseaux sociaux? Enfin, s'il y en a une, parce que si tu commences à avoir contrôlé, censuré, tu tombes dans la tyrannie. Si tu laisses une liberté totale, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, c'est complotisme dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut dévoiler les cadres des informations. Donc, tu vois, il y a un organe qui s'est créé post-Covid qui s'appelle Viginum. Ok. Donc, c'est un service du Premier ministre qui est dédié à l'étude des ingérences numériques étrangères, qui les documente et qui publie des rapports. Ok. Franchement, j'invite tous tes auditeurs à aller tout de suite taper dans leur barre de recherche Viginum et à aller voir leur rapport, par exemple, sur les Jeux Olympiques. Ils t'expliquent comment on a des groupuscules étrangers qui ont fait toute une désinformation sur les punaises de lit, sur la mauvaise organisation des JO pour préparer les esprits. Punaises de lit, j'avais oublié. Non, mais pour préparer les esprits au fait que les JO seraient potentiellement mal préparés. Ça se passerait mal, ouais. Et en fait, c'est hyper bien parce que cet organe de l'État documente tout ça, produit des rapports. Après, la façon dont ils sont transmis, tout le monde ne va pas lire un rapport. Donc, il faut peut-être un peu plus de multimodalité dans la façon dont on transmet ces messages. Mais ça permet d'éduquer les gens sur un peu toutes ces manœuvres et les techniques qui sont utilisées pour oui, façonner déjà, les esprits. C'est intéressant, ça. Ce que tu dis, le fait de savoir comment ça marche, d'avoir la connaissance d'eux, te permet d'en être conscient. Et d'en être conscient et d'être vigilant. Voilà, sans avoir l'information, sans avoir à fact-checker, comme on dit, mais déjà, tu sais que tu peux te faire manipuler. Exactement. Et du coup, tu as ce réflexe d'aller vérifier l'information par toi-même aussi après. Et donc, ça, je pense qu'il faut davantage occuper l'espace avec ce type de pédagogie sur on décrypte tous les événements qui s'est passé et croyez-moi, vous vous êtes fait avoir et pourquoi. Voici les manœuvres employées, etc. Et je trouve que vraiment en France, on a de la chance parce qu'on a les services du Premier ministre qui se sont très vite activés là-dessus avec Viginum. On a le Quai d'Orsay qui a créé une cellule, je crois qu'ils sont 10 ou 15, qui travaillent sur la réponse diplomatique à ces ingérences numériques étrangères et qui communiquent régulièrement sur les dernières attaques de la Russie ou des choses comme ça. Donc, on a ça, mais comment on arrive à transmettre au grand public, c'est là où on a peut-être du boulot. Oui, parce que effectivement, tu es dans des dossiers importants de l'État, mais après, ça, on le voit pas passer, ça. Oui, en fait, on les voit pas. Alors, on les voit pas passer, même s'il y a du contenu public, mais c'est juste que dans des rapports de 30 pages, c'est pas la façon la plus attractive. Ça va pas buzzer, donc les médias en parlent pas non plus. Ouais, voilà. Ouais, en fait, ils en parlent exactement. Parce que c'est ni noir ni blanc, c'est pas extrémiste, c'est pas. Donc pour moi, faut davantage outiller. En fait, pas forcément former en disant voici ce qui s'est passé dans l'histoire, etc. Parce que ça, c'est propre aux sensibilités de chacun. Mais pour moi, il faut outiller les gens pour qu'ils puissent être amenés à fact-checker et justement à ne pas se faire avoir. Ok, sujet sensible, pas facile la question quand même. Pas facile. Ok, mais ouais, ça pourrait être une émission à part entière sur le sujet pour le coup, sur moi, ça me passionne, la désinformation numérique. Bon, on va voir ce que ça donne, jusqu'à 2027, ça va être... Ah oui, mais là, on entre dans une ère où toute information, toute rumeur, en fait, peut être prise comme une vérité. Et du coup, ça peut avoir des conséquences. Et si tu rajoutes l'IA... Et si tu rajoutes l'IA, tu vois, avec l'IA est complètement un amplificateur de ça. L'IA, donc de par ses hallucinations d'une part, mais de par le fait qu'à grande échelle, l'IA peut produire de la désinformation. L'IA peut produire du deepfake. Tu peux lui demander de le faire et tu peux, même indirectement, elle va pouvoir le faire sans lui demander aussi. Exactement. Donc aussi, comment on a guéri, on a guéri les gens à se prémunir de ça, quoi. Encore quelques petites questions pour toi. Si tu devais adresser un message clé à des investisseurs, pour le cas, c'est 99% des gens qui regardent cette émission, peut-être qu'il y en a qui vont tomber complètement au hasard sur cette émission, parce qu'ils auront vu que c'était toi peut-être. Dans quel domaine stratégique investir? En termes de domaine, en termes de vraiment de thématiques, de sujets, même de régions dans le monde, même si on a déjà indirectement répondu à la question.
La défense. La défense. Est-ce que Macron a eu raison de Euh, mettre plus d'argent dans la défense aussi? C'est un sujet. Moi, ma conviction, c'est que oui, Ouais. parce que on est vulnérable, on le voit au quotidien. Je t'ai parlé de guerre hybride, je t'ai parlé de nos cerveaux comme champ de bataille. Donc dans la défense, j'englobe aussi ces questions de désinformation, hein, Ouais, aussi. ouais, ouais. Je pense qu'il y a tout un travail. En fait, tu vois, je pense défense, il y a le volet armement classique, etc. Mais il y a aussi tout ce champ hybride informationnel qu'il faut qu'on investisse. Parce qu'en réalité, si demain on veut gagner, si demain on veut être souverain, il y a aussi cet enjeu de force morale. Et les forces morales de la nation, on les a si les gens sont informés, bien Ouais, informés, ouais. pas vulnérables à la désinformation. Ils peuvent avoir les opinions qu'ils veulent, mais il ne faut pas que ça devienne des ennemis de l'intérieur. Et moi, pour moi, la défense. La défense, c'est un des secteurs dans lesquels il faut investir. Pour intégrer notre accompagnement haut de gamme de conseils en investissement et rejoindre notre écosystème d'opportunités alternatives, vous trouverez un lien dans la description. Nous sélectionnons des opportunités solides, ancrées dans l'économie réelle et selon des critères exigeants. Innovation utile, éthique et durable, et de souveraineté, qu'elle soit économique, industrielle, monétaire, énergétique ou alimentaire. Rejoignez-nous dès maintenant et travaillons ensemble. Évidemment, la tech, le numérique, enfin, pour moi, c'est une évidence. Mhm. Mais ça, je pense que j'ai même pas besoin d'argumenter. Tu as déjà dû Ouais. avoir plein Ah bah, c'est le d'auditeurs sujet dans là-dedans. lequel on investit, ou la fusion des deux, la cybersécurité, la Ouais, cryptographie. Ouais. exactement. Et après, comme je te disais, il faut aussi penser démographie. Et Ouais. pour moi, les métiers de l'humain, du care, on a tendance à Ouais. un peu les négliger. Mais bon, la crise des EHPAD, il y a plein de choses qui font qu'il va falloir qu'on Médical, ouais. reconfigure à la fois la façon dont on éduque. Parce qu'en fait, j'ai échangé avec un démographe il n'y a pas longtemps qui me disait il y a des écoles qui ferment Mhm. parce qu'on produit moins d'enfants, parce que des natalités, parce que plein de choses, parce qu'aujourd'hui, on est des populations, l'Europe a des populations qui vieillissent. Donc, comment on va pouvoir assurer la soutenabilité économique? Donc, il y a l'éducation et le care. Je pense que c'est aussi des domaines Mhm. d'avenir. Comment on va éduquer demain une poignée de jeunes citoyens Ouais. et comment on va s'occuper de toutes ces personnes qui seront à la retraite ou en pré-retraite? Et ça, pour moi, c'est deux domaines sur lesquels il faut pleinement T'as raison. investir. Ouais. Et c'est des sujets aussi qui, ouais, tout a un lien, mais qui vont pleinement profiter des sujets IA, robotique, et ainsi de suite, le médical. Ouais, Si tu enfin, dans tout ce qui est medtech, tu rajoutes ça, en fait, l'IA, la c'est ça. robotisation, C'est ça. l'automatisation, tous les sujets qui n'ont pas encore bien été développés, tu te retrouves à avoir un niveau potentiel de santé qu'on Exactement. ne connaît pas du tout encore aujourd'hui. Mm. Exactement. Et après, peut-être un dernier domaine, mais qui est un peu plus abstrait, Vas-y. c'est le social. Ok. Mais le social dans le sens rencontre, Ouais. dans le sens Tu penses à quoi? lutter contre la solitude. Parce que je pense qu'on est des sociétés qui deviennent de plus en plus individualistes, mais pas au sens des valeurs, au sens Oui. des lieux où on peut débattre, où on peut échanger, Ouais. rencontrer. Il y en a de moins en moins en réalité. Et ça, je pense que investir la sociabilité et les rencontres et Ah, t'as les raison. échanges, ça, je pense que Mais ça ça aussi, aussi, c'est c'est depuis le important. Covid. Ouais, depuis le Covid, en fait. Covid. Et Depuis tu le le Covid. vois, c'est-à-dire que le fait d'avoir séparé les générations, parce que à l'échelle de l'histoire, c'est très récent aussi. Ouais, Et même culturellement, parce qu'il y a des continents où tu vis encore à 3 générations, ça n'a jamais changé. ouais. Mais le fait de mettre des jeunes dans des maisons de retraite, ou l'inverse, c'est-à-dire que des jeunes qui seraient tout seuls, le fait d'avoir un vrai cercle social, tu vois, ça a été étudié, le changement est drastique. Ouais, clairement. Mais Clairement, c'est clairement. le capitalisme qui a fait ça, quoi. Ouais, Mm. exactement. Et puis, un autre domaine, la santé mentale. Ouais. Moi, je pense que c'est Ouais. c'est le sujet de la décennie, là. Mm. Je pense vraiment, déjà, je pense qu'il a été détabouifié depuis le Oui, c'est Covid. vrai, c'est vrai. Oui, c'était limite, enfin, c'est pas un sujet, t'as la santé physique, Ouais, santé mentale, faut pas aborder, sinon t'es un faible, toi. ouais. Et au regard de tout ce qu'on a évoqué en termes de désinformation, etc., je pense que les failles en matière de santé mentale sont aussi largement exploitées. Donc, la santé mentale, investissons dans la santé mentale. Ouais, non, non, mais j'y avais pas pensé, c'est vrai, mais pour le coup, c'est un vrai sujet. Ouais, Voilà. ok. On arrive sur la fin de cette émission. Encore 2 points. D'habitude, pour ceux qui suivent, il y a les questions intimes et la minute culture. Ouais. On va faire la minute culture tout à la fin. Et je voulais avoir une version un peu originale pour toi des questions intimes. Ce que j'ai fait, de par l'actualité aussi, alors tu me diras si tu veux vraiment y répondre ou non.
J'ai pris 5 citations de Charlie Kirk. Waouh. Et je vais te demander si tu es d'accord ou non avec. Et évidemment, que ce soit oui ou que ce soit non, pourquoi? Qu'est-ce que tu en penses? Et Ok, tu acceptes le challenge. j'accepte le challenge. Ok. Ah, il y a tous les sujets. Il y a l'IA. Je suis allé chercher les sujets qu'on a abordés. Ouais. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a dit, Monsieur Kirk, sur l'IA, sur le féminisme, sur la liberté, même sur la politique française. Première citation. Donc, Charlie Kirk a dit « L'IA va remplacer des millions d'emplois. La question n'est pas de savoir comment la réguler, mais qui osera l'utiliser sans peur. » Je suis plutôt d'accord. Ok. Ouais, plutôt d'accord. Et en plus, j'ai largement insisté sur le Oui, sujet c'est vrai. de la formation et de la maîtrise de l'IA. Donc, Ouais. ouais, je suis plutôt d'accord avec lui. Et en fait, la volonté de démystifier, la volonté de lever les peurs, c'est aussi une façon de se dire on se saisit du sujet. Moi, je suis plutôt en phase. Et c'est vrai que je m'étais fait la réflexion aussi par rapport à ça. Il y a une vidéo qu'on avait faite là, qui a duré quelques secondes sur le sujet de l'IA, qui a buzzé, je crois, elle a fait 1 demi-million de vues en format court. Et dans les commentaires, c'était que, évidemment, très négatif. L'IA, c'est pas bien, l'IA, c'est horrible, enfin, c'est la fin de l'humanité, toi, presque. Ouais. Et je m'étais dit qu'en fait, c'est comme toutes les technos, c'est pas une question de est-ce que tu es d'accord ou pas. C'est que si toi, tu l'utilises pas, même une question de morale ou d'éthique, le voisin, lui, avoir Va aucun le faire. scrupule à l'utiliser, à Ouais. commencer par les Ricains et les Asiatiques. Ouais. Donc, c'est le sans peur, j'ai trouvé ça aussi bien placé dans sa citation. Mais on a le même débat sur le nucléaire. Oui, oui, oui. On a le même Ouais. débat sur, la chose militaire aussi, C'est ça. actuellement. Donc, tu vois, c'est comment tu restes compétitif dans un monde de violence aussi. Ouais. Dans un monde économique où l'IA va prendre toute la place. Donc, en fait, Ouais. tu t'es obligé de te saisir. Ouais, du l'IA sujet. fait peut-être justement, comme tu disais, tu parlais de fantasme, fait vraiment parler et écrire parce que tu peux pas imaginer ce que ça donne. Le Ouais. nucléaire, on maîtrise mieux le sujet. Quoique on peut partir sur l'idée qu'on ait le nucléaire à fusion et non pas à fission dans les années qui viennent, et ça sera aussi un autre débat. Si on a l'énergie limitée, ça sera un autre débat. Autre citation. Charlie Kirk a dit « Le féminisme a menti à des millions de jeunes femmes en leur disant que leur carrière les rendrait heureuses. La vérité, c'est que beaucoup finissent seules et malheureuses. » Je trouve ça complètement faux. Ok. De par mon histoire personnelle. Ouais, c'est pour Je ça ne que je suis te pas- la pose. Je ne suis pas seule et malheureuse. Je trouve pas que le féminisme a menti. Je pense que le féminisme, il faut l'incarner. Ouais. Plus que de parler de féminisme, il faut l'incarner. Et l'incarner, c'est être présente. C'est aussi ignorer ceux qui te disent que tu n'as pas ta place. C'est prendre ta place, en fait. Donc non, je suis pas en phase. Ok, bon, 1 sur 2 pour l'instant. Ouais. Charlie Kirk a dit « La liberté ne consiste pas à faire ce qui nous semble bien, mais faire ce qui est juste. La liberté ne consiste pas à... Vous avez 4 heures. Waouh, la liberté ne consiste pas à faire ce qui nous semble Bien, mais faire... Moralement, éthiquement, c'est-à-dire de sa propre morale. Après, c'est toujours dans le contexte, mais pour le coup, j'ai fait en sorte que ça soit quand même complet, évidemment. Ouais. Mais ce qui est juste. Oui, mais du coup, juste vis-à-vis de qui et bien vis-à-vis de qui? C'est pour ça que tu as 4 heures pour développer. Si c'est dans le monde de Charlie Kirk, je pense que je ne serais pas d'accord avec Ok. lui. Parce que je ne sais pas c'est quoi ça. Enfin, je pense Ah qu'on ouais. n'a pas forcément la même définition de ce qu'est quelque chose de juste. Ouais. Si c'est dans un monde... si c'est dans mon monde, je dirais oui. Donc, Ok. Donc, tout est relatif en fait. Tout est Ouais, c'est un relatif. demi, t'as pas Ouais. trop répondu Ouais, finalement. un demi. Franchement, là, je peux pas te dire oui ou non. Ouais, ok. Avant-dernière. Charlie Kirk a dit « Les hommes sont des penseurs macro, les femmes sont des penseurs micro. C'est qu'un homme peut oublier de se doucher pendant 3 jours parce qu'il est trop inquiet de partir en guerre nucléaire contre l'Iran. Il est obsédé par le micro et oublie le micro. Les femmes, elles, sont excellentes dans le détail. » Les femmes sont excellentes dans les deux. Elles savent faire 2 choses en même temps déjà. Voilà, ce qui n'est pas le cas de l'homme. Mais Exactement. du coup, vous avez tous les deux raison. Non, bah écoute, moi je pense que je suis pas d'accord avec lui parce que je pense que les femmes peuvent être excellentes dans les deux. On a des femmes qui... Alors bien sûr, je pense que dans l'idée, parce qu'il faut jamais généraliser, je pense qu'il voulait pas non plus, il y a des exceptions dans les deux. Il y a des hommes qui sont très bons en micro exactement. Et des femmes qui sont très très bons en macro, évidemment. Faut pas essentialiser les deux. Oui. Ouais. Ok. Voilà. La dernière, le meilleur pour la fin. Charlie Kirk a dit « J'adore la culture française. Vous avez une histoire, une culture et une langue incroyables. Vous devez en être fiers.
Macron veut continuer de submerger le pays avec des vagues migratoires massives. Si rien n'est fait, cela sonnera la fin de la France. Bah, je suis pas d'accord parce que je crois pas que ce soit que Macron veut. Je pense que Ouais, c'est Macron qui prend, mais ouais, je pense qu'en Europe, on est tous touchés par des vagues migratoires, mais des vagues migratoires, faut comprendre d'où elles viennent aussi. Elles ouais. sont pas venues de nulle part, elles sont venues de certaines guerres. Et en fait, l'Europe s'est construite autour de certaines valeurs, le droit d'asile. Donc, est-ce qu'on est prêt à les remettre en question? Hmm. Donc ça, peut-être que Charlie Kirk ne le sait pas et ne Oui, cherche pas à le après, c'est comprendre. sûr que Mais c'est un c'est débat. la seule interview, c'était cette phrase. Alors, c'était qu'une seule phrase qu'il a dit sur la France, c'était celle-ci. Ouais, mais c'est un débat qu'on doit avoir entre nous Européens. Et après, vague migratoire, de toute façon, Hmm. on pourra pas, je pense, et ça c'est un avis que j'ai, qui est étayé de tout ce que je vois en termes de prospective sur l'après, etc. Ouais. On ne pourra pas se passer des vagues migratoires, mais lesquelles? Typiquement, je te parlais de population vieillissante qui va composer, Ah oui, oui, qui oui. va composer la population active demain, qui va soigner Ouais, ouais, ouais. ces personnes qui seront âgées, etc. On ne pourra pas se passer de ça. Et là, on le voit déjà dans certains déserts médicaux, par exemple. Tu as beaucoup de médecins qui viennent soit d'Europe de l'Est, soit du Moyen-Orient, Hmm. parce qu'on manque de médecins en France. Donc, il va falloir être aussi réaliste sur les besoins qu'on a et dire on va tout faire entre nous et former tout le monde. Non, pragmatiquement, on ne peut pas parce que on est dans un tel état démographique qui fait qu'on ne pourra pas. Donc, les vagues migratoires, on en aura. Le sujet, c'est comment on organise ça. Et comment aussi on gère toutes ces vagues migratoires qui sont dues au climat, qui Ouais. sont dues aux guerres. Comment l'Europe s'organise pour gérer ça? Parce que au nom de la solidarité et des principes qu'on a mis en place pour fonder l'Europe, on va devoir faire face. Maintenant, c'est comment on s'accorde aussi entre pays européens. Moi, ça, j'ai pas la réponse. Ouais. Je suis pas présidente de Mais la je République. crois, alors, parce que évidemment, lui, il regarde ça sous le prisme américain, qui est déjà très, très différent de nous. Oui. Et ça, il y a même peu de Français qui comprennent qu'ils Ouais. sont très différents, les Américains. Ouais. Donc là, il voit par rapport à sa logique. Mais je crois quand même que dans sa logique, il validerait tes propos dans le sens, effectivement, il y a une logique derrière la vague migratoire. Ouais. Que, voilà, il faut que ça soit aussi dans une logique d'avoir une culture qui soit homogène et surtout qui ait une utilité dans le travail et ainsi de suite, dans la famille. Voilà. Ouais. Ok. Voilà. 1,5 sur 5. 1,5 sur 5. Sur les 5 citations, tu as Wow. validé 1,5, tu es d'accord avec lui sur 1,5. Ouais, bon, ben, ça veut dire qu'on est On plutôt... prend, ça n'a Voilà. aucun sens de Ouais. cette statistique, mais merci d'avoir accepté cet exercice qui n'était pas évident. Et on va finir par la dernière question, la minute culture, qui va être nettement plus légère. Question que je pose à tous les invités. Alors, tu m'as dit que tu avais écouté d'autres émissions de la chaîne avant de venir. Je ne sais pas Ouais. si tu as été jusqu'au bout, parce que là, pour le coup... Non, oui, alors oui, sur celle avec Gilbert. Et, Ok. Gilbert, je crois que c'est le seul auquel j'ai pas posé la question. J'ai pas fait la minute culture. Mais j'ai pas entendu la dernière question sur Ok. la minute culture. Alors, minute culture. De deux. Ça, c'est pour me faire plaisir, Fadila. Tu m'excuseras. De ma passion de la musique. Si tu devais associer... Alors, j'ai pris une thématique... À chaque fois, je prends une des thématiques qui sont abordées par rapport au profil de la personne. Si tu devais associer la thématique de l'empowerment féminin Ok. à un album, quel serait ton accord parfait? Et après, moi, je répondrai, parce que j'ai apporté, comme d'habitude, l'illustration qui va avec. Mon accord parfait de l'empowerment. Alors, je saurais pas te dire quel Ou est... une artiste, mais alors, si de manière générale, toi, tu as un album en particulier, je suis preneur. Et je pense que je vais pas citer une femme. Ok. Et Très bien. Je pense que je vais chanter... citer un chanteur américain. Ouais. Je saurais pas te dire quel est son album, mais je trouve que Queen... Ok. Et ben, la combativité qu'il y a dans cette chanson, pour moi, incarne l'empowerment. Ouais. Féminin ou pas, mais il incarne l'empowerment. Très bonne réponse. Voilà. Tu penses à une en particulier ou pas du tout? Il y en a plein, mais Okay. Queen au sens large. Okay. Écoutez Queen. Effectivement, que j'ai découvert très jeune et qui a été une des raisons pour lesquelles j'ai fait de la musique. Ouais. Excellent. Ok, moi, il y avait eux et Michael Jackson qui étaient mes deux. Excellent. Alors pour répondre à la question, donc évidemment pour illustrer mes propos comme à chaque fois, pour la découverte culture de la fin de l'émission, tu me diras si tu connais. J'essaye toujours d'être le moins mainstream possible. Ouais. Alors, est-ce que tu connais Fiona Apple? Je ne connais pas. Alors ça c'est son dernier album, ouais. 2020.
Ok. qui est peut-être un de mes albums préférés des années 2020. Ouais. Alors, elle a une vie un peu particulière, mais c'est vrai que dans sa vision, dans ses textes, dans les sujets abordés, ouais, une enfance vraiment pas facile, c'est thématiques qui lui tiennent à cœur et qui sont effectivement souvent mentionnées dans ses textes. Et c'est particulièrement atypique, c'est assez Excellent. original. Enfin, on regarderait que ça soit d'un point de vue album, d'un point de vue musique, enfin, il y a des trucs complètement vraiment très original. Même dans les titres des albums, dans les titres des chansons. Ouais. Et c'est un excellent mélange accessible quand même, de musique jazz, soul et pop finalement. Ok. Donc que ça soit toute la discographie, mais en particulier celui-là, qui est un peu moins dans l'émotionnel par rapport à ses premiers albums, où je crois que même la première fois qu'elle a enregistré, elle était mineure en plus. Ok. Donc dans la thématique de l'empowerment féminin, sans être trop mainstream, je vous conseille cet album-là. Je vais écouter. Tu me feras un Sur retour, le chemin du s'il te plaît. retour à Ouais, Paris, tu me j'écoute. diras. Ok, Ouais, je te bah dirai. parfait, je prends. Elle est de quelle nationalité? Elle est Britannique? américaine. Américaine? Elle est Ok. américaine, ouais. Ok. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, son premier album, c'était en 96. Ok. 96 qu'il l'a fait découvrir. Qui effectivement, c'est un peu les deux premiers albums, c'est ses deux grands classiques. Là, ça fait très longtemps qu'elle n'est pas sortie d'album. C'est un album de Covid. Elle est sortie en mars 2020. Elle l'a enregistré Ok. toute seule. Il y a des bruits de casserole, des bruits de porte. J'en dis pas plus pour ceux qui voudraient Ah aller bah, plus je loin. vais écouter. Donc voilà, pour la Minute Culture. Merci pour cette découverte. Bah, avec grand plaisir. Bah, surtout, merci à toi pour ton temps. Encore une fois, ça va faire 2 heures qu'on enregistre. Et est-ce que tu as un petit mot de la fin pour conclure cette émission un peu plus politique que la première, sur Ouais. plein de sujets, on est parti dans tous les sens. Dis-nous tout. Petit mot de la fin, on est tous acteurs de la souveraineté. Ouais, c'est beau. Voilà. Donc agissons tous à notre échelle, en investissant. À l'échelle de l'individu d'abord. Ouais, en Ouais. investissant financièrement, mais aussi dans nos compétences, dans plein de choses. Ok. À très vite pour une prochaine émission.